avec ce thème, réussir sa reconversion, les clés pour passer à l'action. Je vais demander à nos 4 intervenants de monter sur scène. Vous avez toutes et tous un petit micro sur votre fauteuil que vous pourrez prendre en main. Honneur aux femmes. On va accueillir Laurie Bell, s'il vous plaît, qui est fondatrice de Bien dans tes pompes. Et pour la mettre à l'aise, vous allez l'applaudir. Laurie, le petit micro est là. Est-ce qu'il est allumé ou pas? Voilà, il l'est. Oui, il est maintenant. Laurie Bell qui est avec nous. Donc, je vous demande d'accueillir maintenant Marlène Pillenet, s'il vous plaît. On dit Pillet, hein? Pillet ou Pillet? Pillet. Bon, Pillet. Oui, alors, asseyez-vous, madame. Marlène, qui va parler du CEP notamment, et d'avenir actif, bien évidemment, en Ile-de-France. Bonjour et bienvenue. Ça va bien? Oui, ça va. Très bien. Les messieurs, maintenant, Alain Pion, s'il vous plaît, directeur associé d'APCRH et Formation. Voilà, qui a un stand ici, on en reparlera tout à l'heure. Et on termine avec Hervé Rivalan, directeur adjoint des opérations de Transition Pro Île-de-France, que vous pouvez aussi applaudir. Alors, juste en quelques mots quand même, parce que je vous ai présenté de manière très succincte, et vous le ferez mieux que moi. Laurie, votre société s'appelle Bien dans tes pompes. C'est quoi? Bien dans tes pompes. Oui. Bien dans tes pompes, c'est du coaching et des bilans de compétences qui touchent à la fois à des problématiques de stress, de leadership et de quête de sens, avec comme aspiration unique que nous avons tous, d'être bien dans nos pompes. En fait, on a une aspiration commune, c'est d'être bien dans nos pompes, quelles que soient les problématiques ou les objectifs que vous avez professionnels et personnels. Donc, soyez bien dans vos pompes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous accompagnez les gens à se sentir mieux et à réussir leur reconversion? C'est quoi l'idée de ce coaching? Exactement. Alors, le bilan de compétences a vocation à accompagner les personnes à trouver un projet professionnel qui soit épanouissant et réaliste. Ouais. Le coaching vise à accompagner plutôt des problématiques de stress, de leadership, mais aussi de quête de sens. Ça veut dire quoi? Par un biais différemment. Pardon, le leadership, ouais. Ça veut dire quoi? C'est pour essayer de... J'aime pas les anglicismes. Ouais. Ça veut dire quoi pour vous, leadership? Alors, le leadership, j'ai envie de te dire qu'il y a autant de définitions de leadership qu'il y a de personnes dans cette salle. Chaque cas est différent. Parce que tout le monde a sa définition du leadership. On a des leaders extravertis, on a des leaders experts, on a des leaders techniciens. L'essentiel, c'est de trouver son leadership. Donc, en fait, à la question qu'est-ce que le leadership, il y a autant de leadership que de personnes ici dans cette salle. Ouais. Le tout étant de l'incarner avec sa personnalité et avec ce que l'on est au plus profond de soi, sans se trahir, et d'être bien dans ses pompes. Vos missions, Marlène, c'est quoi par rapport à Avenir Actif et votre spécialité, en l'occurrence, celle du CEP? On va développer, hein, bien évidemment, mais là, juste succinctement. Nous, on accompagne les salariés et les indépendants qui s'interrogent, se questionnent, ont envie de faire un point sur leur évolution professionnelle et se projeter peut-être vers une formation, vers une autre profession, par exemple. À propos de formation, Alain, c'est votre domaine, vous, en l'occurrence, avec votre société. Même si vous avez une double casquette, hein, vous accompagnez, vous formez, vous conseillez dans les évolutions professionnelles, vous aussi. Oui, tout à fait. On a cette double casquette, c'est-à-dire qu'à la fois, on est un centre de formation. On a créé en fait 2 diplômes, hein, ce qui s'appelle des certifications professionnelles, mais qui sont inscrites chez France Compétences, donc des diplômes de consultants, donc consultant bilan de compétences et architecte accompagnateur VAE. Et d'autre part, on a une activité en tant que centre de bilan de compétences et ce qui est l'objet de mon intervention ici sur toute la partie validation des acquis de l'expérience. On va en reparler en détail avec chacun de vous, mais on va commencer avec Hervé qui représente là, donc, dans cette table ronde Transition Pro Île-de-France. C'est vrai que c'est parfois compliqué. C'est même souvent assez compliqué. On ne sait pas par où commencer. On ne sait pas à qui s'adresser. On ne sait pas comment on peut faire pour se donner toutes les chances de réussir sa reconversion, d'obtenir les bonnes aides, les bons conseils, le soutien financier, le soutien moral. Vous avez, Hervé, proposé une sorte
résumer des étapes importantes, là, pour commencer, je pense que c'est pas mal pour poser le décor. On peut en mettre après, parce que effectivement, par où commencer? Mais il n'y a pas de parcours type, parce que chaque reconversion est unique. Donc, on va effectivement lister tout à l'heure quelques étapes clés, par où je commence, mais toutes ces étapes sont pour certaines facultatives, et je pense que les experts ensuite vont pouvoir apporter des éléments supplémentaires dessus. Parce qu'effectivement, chaque reconversion est unique. Il y a des reconversions que j'appelle douces, et puis il y a des changements vraiment brutals de métier. Reconversion douce, je sais pas moi, ça va être l'ingénieur du son qui sonorise des concerts et qui va devenir ingénieur du son dans un studio. C'est pas le même métier, certes, mais sur un bateau. Sur un bateau, c'est pas tout à fait le même métier. Les bases sont les mêmes, mais effectivement l'approche pratique n'est pas la même. Donc c'est une reconversion, on va dire douce. La personne qui a travaillé dans une banque qui du jour au lendemain devient plombier, là ça peut être brutal entre guillemets. Donc il y a plusieurs types donc de reconversion. C'est pour ça qu'il n'y a pas de parcours unique. Par contre, il y a un point commun à toutes les reconversions. C'est avant tout un projet, j'ai envie de dire un projet de vie. C'est surtout ça qui peut prendre beaucoup de temps. On peut rencontrer beaucoup de difficultés. Il ne faut pas dire que c'est simple de se reconvertir, ce n'est pas le cas. Ça nécessite une bonne préparation claire et de suivre, et on en revient là, des étapes clés. Et du coup, on va s'apercevoir que, en regardant rapidement ces étapes clés qu'on pourrait afficher là, on va s'apercevoir que, bah oui, c'est quand même complexe. Et heureusement, il y a des professionnels de la reconversion qui sont là pour vous aider. Et vous en avez 4, je me mets dedans également. Vous avez 4 experts, chacun dans son domaine, qui va pouvoir ensuite répondre à vos questions. On a ce chemin là qu'on voit sur les écrans justement, oui, avec ces étapes clés. C'est vraiment pour aller d'un point A à un point B, pour pas se tromper, le chemin à suivre en tout cas. Mais je peux faire 1, ensuite 3 et voilà, ensuite partir à 7 parce que finalement, toutes les reconversions ne nécessitent pas de formation, par exemple. Donc, je n'ai pas besoin de trouver une formation. Je vous l'ai dit, je suis ingénieur live et je passe en studio. Je n'ai pas besoin de formation supplémentaire. Ouais. Mais effectivement, le point de faire l'évaluation sur soi, sur ses compétences, surtout sur ses valeurs, souvent c'est ça. On voit cet équilibre qui revient entre vie perso, vie pro. Et ça fait depuis quelques années, on voit que c'est un motif de reconversion. Ouais. Rechercher, ça c'est pareil, rechercher un maximum d'informations sur le métier, sur le secteur qu'on vise. Ne pas arriver comme ça, la bouche en cœur, dans un nouvel univers. C'est créer du réseau. Aller au contact, aller sur des forums, sur les réseaux sociaux, aller voir des spécialistes et échanger sur leur métier. Ça, c'est également une des étapes. Acquérir, alors pour ceux qui le peuvent, faire des stages ou du bénévolat pour déjà rentrer, mettre un pied dans le secteur. Montrer qu'on a cet intérêt, cette motivation. Ça pourra enrichir le CV, d'ailleurs, qui est une des étapes. Trouver la bonne formation. Parce qu'effectivement, je vous l'ai dit, il y a 58% des reconversions qui nécessitent une formation. Oui, pas toutes. Un peu plus presque 6 sur 10. Mais trouver la bonne formation, il y a pléthore de formations, il va falloir trouver la bonne formation et surtout le bon organisme de formation. Donc là aussi, il faut s'appuyer sur des experts là-dessus qui vont vous aider à trouver. Là, plus dans le rôle de transition pro, notamment trouver des aides financières, parce que le premier frein, c'est « Ok, je suis salarié, je vais perdre mon salaire et qu'est-ce qui va se passer ?» Eh bien non, on va trouver ensemble des moyens de vous financer à la fois le coût pédagogique de votre formation et votre rémunération. Vous allez partir entre guillemets en congé formation, mais vous serez rémunéré. Votre patron, votre employeur vous rémunérera, on le remboursera. Donc voilà, mais tout ça, il faut le savoir, il faut le comprendre. Il y a effectivement, sur certains types, notamment de niveau de rémunération, un petit reste à charge. Il faut être au courant de ça avant de prendre sa décision, etc., etc. Et puis ensuite, quand on a fait tout ça, il y a les étapes classiques. Mon CV qui traînait pour certains depuis 20 ans, effectivement, je vais un peu le relooker avec
toutes les compétences transférables déjà que je peux ramener dans mon nouveau métier, parce qu'on ne repart pas à zéro. On a quand même, pour certains, il faut savoir que la moyenne d'âge, l'âge moyen de la reconversion est à 38 ans. Donc on a quand même bourlingué un petit peu avant. Et donc, adapter son CV et ensuite postuler ou reprendre l'entreprise ou acheter l'entreprise. Je vous arrête tout de suite. On ne finance pas le rachat de votre entreprise. C'est dommage. Bon, ce chemin, effectivement, de 1 à 8, en fonction de chaque personne, il y a des étapes qui sont importantes ou qui ne le seront pas. Dans quel sens, et il y a d'autres étapes. Exactement. On va pouvoir évoquer parce que vous parliez d'aide, vous parliez de soutien. Justement, il en est un qui peut aider celles et ceux qui veulent se reconvertir. C'est le fameux CEP, le conseil ou la conseil en évolution professionnelle. Marlène, ce CEP... qui est-ce? Comment on le trouve? C'est quoi son rôle? C'est pour qui? Je vous fais un flot de questions comme ça et vous allez pouvoir y répondre et nous éclairer sur ce point. Très bien. Merci Miguel. Donc, alors le CEP, il reste aujourd'hui un peu méconnu. C'est dommage parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui pourraient s'en saisir et j'espère que ça vous donnera l'opportunité et la connaissance. C'est une mission de service public. Donc, à ce titre, le conseil en évolution professionnelle est gratuit et il peut être mobilisé par tous les salariés sous contrat de droit privé et également les indépendants. Salariés sous contrat de droit privé, en CDD, CDI, intérimaire, intermittent, tout le monde peut se saisir du conseil en évolution professionnelle, peu importe la durée du temps de travail hebdomadaire. Le principal, c'est d'avoir un contrat en cours sous contrat de droit privé au moment où vous enclenchez la démarche. Et je dis vous enclenchez la démarche parce que c'est vous qui êtes acteur pour nous contacter, venir vers nous. Donc, c'est à ce titre service public, donc gratuit pour vous. Ça veut dire que vous venez nous voir, on ne vous demande pas d'argent. C'est également confidentiel parce que c'est quelque chose qui se fait en dehors du temps de travail et dans un lieu, un bureau ou en distanciel. Et ce qui se dit entre votre conseiller en évolution professionnelle et vous, ça reste entre vous, dans votre conversation. Il n'y a pas d'obligation, tout au moins au départ de la démarche, de prévenir son employeur qu'on met en place le conseil en évolution professionnelle. C'est également neutre parce qu'on n'est pas prescripteur. Ça veut dire qu'on va vous aider, vous donner à voir, vous accompagner dans un choix qu'on va espérer éclairer, mais on ne va pas vous conseiller une formation ou un organisme de formation plutôt qu'un autre. On est là pour vous guider au démarrage de vos démarches, par exemple, dans votre réflexion. Et vous accompagner sur différentes étapes. Comment est-ce qu'on envisage de faire une formation? Comment est-ce que je peux faire mon choix? En vous rappelant les paramètres que vous avez aussi. Et c'est également... j'ai un trou. À force de le dire, accessible, parce que c'est un détail qui a son importance, ça existe partout en France. Ça veut dire que vous soyez à Lille, à Strasbourg ou aujourd'hui au pied de la Tour Eiffel, vous allez pouvoir bénéficier de la même qualité d'accompagnement, du même accompagnement, parce qu'on oubliait un cahier des charges tout simplement. Si vous êtes à La Réunion, c'est pareil. Vous pouvez également mobiliser le conseil en évolution professionnelle. Et enfin, c'est impartial, parce qu'on vous accueille vous, votre projet, et Hervé l'a dit, il y a autant de personnes que de projets, et de personnes qui sont à un point dans leur avancée de projet. Donc chacun est différent et a mis en place des choses différentes. Donc on va s'adapter. Il y a une question? Il y a une dame qui lève la main. On fera un temps, pour tout vous dire, on fera un temps de questions-réponses, bien évidemment, à la fin des prises de parole de chacune et chacun. Pas d'inquiétude sur ce point, on gardera au moins un quart d'heure. Vous êtes très nombreux, merci d'être là, on fera ce temps. Si je vous écoute bien, et d'ailleurs quand on a préparé ensemble cette table ronde, vous me disiez que le CEP, c'était un moyen d'écrire le début de l'histoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la première personne qu'il faut aller voir avant de faire un bilan de compétences, par exemple? Il n'y a pas de « il faut ». Non, mais je ne sais pas. Non, il n'y a pas de « il faut » parce que voilà, chacun a son parcours. Mais c'est peut-être votre conseil. Souvent, oui, moi c'est ce que je vais conseiller effectivement parce que ça permet de déjà y voir un peu plus clair. Et on est l'interlocuteur qui va aiguiller aussi vers l'étape suivante, l'interlocuteur suivant sur votre territoire, à proximité de votre domicile. Et l'interlocuteur suivant, ça peut être vers une VAE, ça peut être vers un bilan de compétences, ça peut être utilisation de son compte personnel de formation. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'on est un peu le point de départ. C'est pas un passage obligé, mais on est le point de départ. Et effectivement, on oriente aussi par rapport à la transition pro. Oui.
Et Hervé, d'ailleurs, voulait réagir. Exactement. Non, je souriais parce que j'étais en train de me dire, Marlène est en train de faire la promo de ses services, mais moi je voulais rajouter que oui, il faut commencer par ça. C'est pas obligatoire, mais on vous le conseille. Ouais. Ça va vous aider, vous Oui. allez gagner du temps. Donc effectivement, Exactement, moi, je c'est peux ce que le j'allais dire après. Je peux le C'est dire, moi, effectivement. Marlène, il faut passer par, ben voilà. par les Effectivement, conseils parce en que ça évolution. permet de gagner un temps fou, parce que souvent les projets sont un peu flous. Et déjà en 1h30, le premier rendez-vous, vous avez déjà des réponses à vos questions et des pistes de réflexion, mais aussi des pistes d'action. C'est ça. Et à propos d'action, action, réaction, parce que je pense que c'est une question que tout le monde se pose. Oui, mais je m'adresse à qui? En fonction de chaque profil, il y a des interlocuteurs. Je vais où Exactement. pour trouver un CEP? Exactement, donc c'est affiché en fait en fonction de votre situation aujourd'hui. Eh bien, si vous êtes demandeur d'emploi, c'est France Travail qui délivre le CEP. Si vous avez moins de 26 ans, ça va être le réseau des missions locales. Et si vous êtes cadre ou jeune diplômé, ça va être l'APEC. Et nous, Avenir Actif, on va accompagner salariés du secteur privé et les indépendants. Et également un autre opérateur, c'est Cap Emploi, qui va accompagner si vous êtes en situation de handicap ou en cours de reconnaissance, et surtout si votre handicap nécessite des aménagements spécifiques. C'est-à-dire que si vous avez besoin, par exemple, d'un écran particulier, d'un bureau dans votre poste, ou pour entrer en formation, vous avez besoin d'aménagements spécifiques et donc d'un financement. Cap Emploi est en lien avec AGFIP pour justement mettre ça en place. Et auquel cas, c'est Cap Emploi qui vous accompagne. Ce qui ne veut pas dire que si vous êtes en situation de handicap et que vous n'avez pas besoin d'aménagement spécifique, vous deviez aller vers Cap Emploi. Vous pouvez contacter un des autres opérateurs. On vous accueillera avec plaisir. Hervé voulait encore ajouter quelque chose. Non? Ah, je crois. J'ai cru. Voilà, vous avez donc une photographie des interlocuteurs que vous pouvez trouver si vous souhaitez avoir recours à un conseil en évolution professionnelle. C'est un conseil que vous donnez, en tout cas. Oui, c'est vraiment le début de l'histoire. Moi, C'est ça. À partir du moment où vous avez cette information, rapprochez-vous d'un conseiller en évolution professionnelle pour y voir plus clair et enclencher les démarches dans le bon sens. Et ce que je voulais ajouter, c'est que si vous n'appelez pas le bon opérateur, c'est pas grave, on vous réoriente, il n'y a pas de souci. Voilà, donc pas de panique, contactez un de ces 5-là, celui que vous pensez être le bon, et puis on vous oriente vers le bon interlocuteur si nécessaire. Marlène est notre boussole aujourd'hui. Merci Marlène. Le CEP, c'est une étape. Une autre peut être envisagée pour certaines, pour certains, c'est cette fameuse VAE, la validation des acquis de l'expérience. Pourquoi faire une VAE? Quelles sont les vertus de ces VAE? On en parle avec vous, Alain. C'est un recours qui a lieu souvent. Les personnes qui veulent changer d'orientation professionnelle, se reconvertir, est-ce que c'est un réflexe qui est pris, qui est récurrent? Alors, je ne sais pas si je peux dire que c'est un réflexe encore. Bon, ce qui est clair, c'est, pour parler d'une manière un peu générale de la VAE, c'est un dispositif qui est de plus en plus utilisé depuis quelques années. Ça, c'est un premier point. Dans le cadre d'un projet de reconversion, je vais m'axer un peu sur cet angle-là, ça peut présenter un intérêt, et ça peut présenter un intérêt. Par exemple, après, de toute façon, comme chacun de nous va le répéter au cours de cette table ronde, chaque situation est un cas d'espèce, donc il n'y a pas de recette là pour tout le monde. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, 60% ou 58% des reconversions vont impliquer une VAE, une formation, et une possibilité d'entrer en formation, ça peut être d'avoir un niveau qui permet d'intégrer une formation. Donc ça, réaliser une VAE, ça peut permettre d'obtenir un niveau, de répondre à un prérequis pour une entrée en formation. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien avoir une expérience professionnelle dans un domaine, ne pas avoir eu de diplôme, ne pas avoir de diplôme dans ce domaine, faire une VAE pour obtenir un bac pro, un BTS, une licence, pourquoi pas un Master 2, et que ceci permette de répondre à un prérequis de niveau pour aller faire c'est la porte d'entrée, quoi. Ça peut être une porte d'entrée. Ouais. Ça, c'est un des aspects de l'intérêt, un des points d'intérêt possibles de la VAE dans le cadre d'une reconversion. Ouais.
Après, une reconversion, il y a aussi, comme tu disais, les reconversions douces. Et on peut très bien vouloir rester ou garder à peu près le même métier, mais changer de contexte professionnel, changer de secteur d'activité. Ouais. Et si, pareil, on n'a pas le diplôme qui correspond à l'expérience que l'on a acquise, eh bien, la VAE va permettre de faire plus facilement, de mettre un pont entre un secteur d'activité et un autre. Ça va être rassurant pour un recruteur. Il y a des idées reçues que vous vouliez combattre, Alain. Elles s'affichent sur l'écran. 3 questions. Est-ce que je peux obtenir n'importe quel diplôme? Oui ou non? Alors, on peut obtenir n'importe quel diplôme professionnel. C'est-à-dire que le bac général, il ne faut pas espérer l'obtenir par la VAE. Ça peut correspondre qu'à un métier, mais n'importe quel diplôme. Est-ce que la VAE n'est accessible qu'à des gens qui ont une grande expérience? Alors, là, je vais donner 3 réponses. Il y a la réponse si on travaille dans le secteur sanitaire et social et on passe par un dispositif, et qu'on est dans le privé, on passe par un dispositif qui s'appelle France VAE. Et là, il n'y a aucune exigence en termes de durée d'expérience. Ouais. Tous les autres cas, qu'on soit donc dans le public, dans le privé, et tous les autres diplômes d'autres secteurs d'activité, la loi dit qu'il faut à minima 1 an d'expérience. Et le troisième point, c'est ce que nous, on prône chez APC, c'est qu'effectivement, il y a la loi, il y a les réglementations. Nous, notre conseil, c'est que la VAE, c'est un dispositif qui demande un investissement important de la part de la personne qui va entamer un parcours de VAE. Ça va demander un gros travail. Le diplôme, on ne vous le donne pas. Et donc, nous, notre conseil, c'est environ 3 ans d'expérience pour viser ce qu'on appelle une VAE totale, c'est-à-dire obtenir un diplôme dans sa totalité. Parce qu'on peut très bien, lorsqu'on entame une VAE, s'il y a une mauvaise évaluation qui est faite au départ, vous pouvez partir et puis, au bout, n'obtenir qu'une VAE partielle, c'est-à-dire 2 tiers, 3 tiers du diplôme. Parce qu'un diplôme, c'est découpé en blocs de compétences. Et justement, à propos de ces diplômes, est-ce qu'ils ont la même valeur qu'un diplôme traditionnel? C'est absolument identique. Absolument identique. Il ne peut y avoir... il n'y a sur le certificat, sur le diplôme que vous obtenez, il n'y a aucune mention qui indique que vous ayez obtenu ce diplôme par de la formation ou par de la validation des acquis de l'expérience. C'est exactement, le diplôme est identique. Je ne peux pas dire mieux, c'est le même diplôme. Vous vouliez évoquer les différentes étapes de cette VAE pour être vraiment dans le pratico-pratique pour tout le monde. Alors, effectivement, 4 points clés. La première chose, ça va être donc d'identifier le bon diplôme. Il y a des expériences professionnelles où on ne va pas se poser de questions. Imaginons que vous travaillez comme boulanger depuis quelques années, vous allez aller vers un bac pro boulanger, par exemple. Bon. Mais il y a des expériences professionnelles qui vont permettre d'avoir une approche plus large en termes d'identification de diplôme. Et donc, dans ce cas-là, on a des prestations, on va vous proposer, ça peut être aussi d'ailleurs faire l'objet d'un conseil CEP, pour aller identifier le type de diplôme qui va être adapté, si je puis dire, enfin qui va être accessible, je vais dire ça comme ça plutôt, au regard de l'expérience professionnelle que vous avez déjà acquise. Mais effectivement, des fois, on peut aussi avoir un panel de diplômes qui sont accessibles et du coup, en choisir un plutôt qu'un autre en fonction du projet. Dernier point, ça fait partie de la mission de conseil en VAE que l'on délivre. On peut aussi vous aider à choisir un certificateur qui est plus en appétence avec la VAE qu'un autre. Deuxième étape, le financement. Donc là, le financement pour la VAE, ça peut être le compte personnel de formation, éventuellement complété par
France Travail, voilà, ça peut être votre employeur. De plus en plus, les employeurs mettent en place des VAE collectives. Personnellement, on en met beaucoup en place et c'est vrai que ça présente un intérêt particulier parce que la dynamique de groupe est très intéressante pour les parcours VAE. Alors, excusez-moi, je suis allé un peu vite. Une fois qu'on a identifié le diplôme, en fait, on va vous accompagner pour faire ce qui s'appelle la demande de recevabilité. C'est-à-dire qu'on va s'adresser au certificateur qu'on va avoir choisi avec vous, celui qui délivre le diplôme qui vous intéresse, et il y a un petit dossier à réaliser pour obtenir son accord. Son accord, c'est la recevabilité. Une fois qu'on a cette recevabilité, on va mettre en place un parcours pour vous accompagner, pour élaborer votre dossier VAE et vous préparer au jury, à l'oral de jury. Donc ça, c'est pareil. J'aborde tout de suite, c'est finançable exactement par les mêmes dispositions que ce que j'ai indiqué précédemment, CPF, France Travail, employeur. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'accompagnement VAE? L'accompagnement VAE, en fait, vous allez avoir un accompagnateur tout au long de la phase d'élaboration, de construction, de rédaction de votre dossier VAE, qui va vous donner la méthodologie, qui va travailler avec vous pour choisir quelles sont les activités les plus pertinentes dans votre parcours professionnel pour répondre aux attentes du référentiel. Un référentiel de diplôme, ce sont des blocs de compétences. Et quand vous allez ensuite arriver à la dernière étape qui est le jury, eh bien ce jury qui est composé de formateurs et de professionnels de votre diplôme, je vais dire ça comme ça, eh bien ils vont s'attacher à vérifier, à vous questionner, à vous demander d'approfondir les activités que vous avez décrites dans votre dossier VAE pour mesurer en fait le degré de compétence, évaluer le degré de compétence acquise et de voir que ça correspond bien aux attentes, aux référentiels du diplôme. Voilà pour le tour d'horizon sur cette question, sur cette étape possible dans votre conversion de la VAE. Vous êtes disponible sur quel stand, vous, Alain, déjà ? Au stand 26, à l'entrée, en fait. Si vous voulez prolonger les questions-réponses après, d'ailleurs, le temps qu'on aura ensemble dans quelques instants. On parle maintenant, avec vous, Laurie, du bilan de compétences. Et avant de l'évoquer, on va peut-être balayer les idées reçues sur le bilan de compétences. Il y a pas mal d'écueils, de pièges à éviter. Vous êtes là pour nous donner justement les clés et justement les pièges à éviter sur ce bilan de compétences. C'est quoi les idées reçues d'ailleurs ? Alors, effectivement, commençons par les idées reçues. Vous êtes là aujourd'hui pour avoir des clés, donc je vais vous donner des clés. Les idées reçues. Le bilan de compétences n'est pas une machine avec une super moulinette dans laquelle vous avez injecté tout un tas d'informations et qui vont vous dire, comme par magie, le métier pour lequel vous êtes fait. C'est faux, ça ne marche pas comme ça. La personne qui vous accompagne, coach, consultant, psychologue du travail, n'est pas non plus là pour vous dire le métier pour lequel vous êtes fait. En fait, cette personne ne vous dira pas « tu dois être fleuriste demain ». Le moteur du bilan de compétences, c'est vous. Vous êtes le moteur, la personne qui vous accompagne est le guide et le support, la méthode et le support d'accompagnement. La troisième idée reçue, non, ce ne sont pas des évaluations que vous passez sur vos compétences. Il n'y a pas d'évaluation avec une note où on va vous dire « tu as tant sur telle compétence et donc tu es fait pour ça ». Ce n'est pas tout ça. Le bilan de compétences, moi je vous emmène en voyage. Vous vouliez des clés, je vais vous donner des clés. Vous avez, je dirais que vous avez plusieurs étapes à passer pour être sûr de réussir votre reconversion. S'il y a une idée à retenir, c'est baliser le chemin, baliser votre chemin. Aujourd'hui, il y a un article qui est paru il n'y a pas longtemps dans Le Monde qui parle des repentis de la reconversion. Pourquoi les repentis de la reconversion ? Parce qu'à mon sens, ils n'ont pas
baliser et checker tout leur chemin. Le chemin, il passe par quoi? D'abord, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, il y a plusieurs choses dedans. D'abord, assurez-vous, en bilan de compétences, que vous soyez accompagné par un organisme qui soit certifié Calliope. C'est un gage de sérieux et de respect du programme et de la méthode qui est imposée par l'État et donc du bilan de compétences. La première chose. La deuxième chose, vous avez autant de bilans de compétences que de personnes qui vous accompagnent. Je m'explique. Un bilan de compétences, il peut être fait par un psychologue du travail, il peut être fait par des coachs professionnels, vous pouvez être accompagné par des consultants purs en bilan de compétences. Il y a même des sophrologues qui font des bilans de compétences. Donc, chacun va y mettre sa couleur et vous avez une multitude de palettes d'accompagnement de bilan de compétences. Donc, il y a quand même une dose de feeling qui est assez importante dans votre bilan de compétences. Je préconise de rechercher à minima 3 organismes de bilan de compétences pour pouvoir comparer la méthode qu'on vous propose et l'accompagnement qu'on vous propose et la personne qui vous accompagne. Vous faites un super voyage. J'ai presque envie de vous dire, choisissez la bonne compagnie en fait. C'est soit vous partez avec une compagnie un peu loco, soit vous payez le luxe de vous payer la bonne compagnie et c'est le même tarif. Donc vraiment, prenez le temps de bien choisir votre accompagnement. Sur votre chemin, donc vous avez posé c'est comme le petit poucet, vous posez votre premier caillou. Le deuxième caillou, c'est les aspirations. Vos aspirations, l'idée, c'est que ici, vous allez baliser ce qui est important pour vous, vos valeurs, vos besoins, votre personnalité. Vos valeurs, ça peut être la valeur de la famille, ça peut être la valeur de la sécurité, ça peut être une valeur d'hédonisme, de se faire plaisir, de profiter de la vie, etc. Les besoins que vous devez nourrir, la sécurité financière, l'autonomie, la bienveillance, que sais-je, la sécurité, et je ne sais... vous balisez ça parce que ça, c'est les piliers. C'est sur vraiment, imaginez une maison que vous construisez, ce sont les fondations de ce que vous allez construire. Et enfin, vous allez approfondir votre personnalité. L'exemple le plus parlant, c'est, imaginez-vous que vous soyez droitier. Si je vous demande d'écrire votre prénom de la main droite, a priori, vous êtes plutôt confortable et c'est plutôt facile. Si je vous demande d'écrire votre prénom de la main gauche, a priori, vous êtes plus en difficulté. La question de la personnalité, elle est là. Imaginez que toute votre vie, je vous oblige à écrire de la main gauche. En fait, ça va être hyper compliqué pour vous, quoi. Donc, baliser ça, c'est votre deuxième caillou. Et ensuite, vous allez partir dans l'exploration. Donc, vous allez explorer les domaines et les secteurs. C'est vraiment avec un phénomène d'entonnoir. Vous allez explorer les domaines et les secteurs. Et ensuite, vous allez explorer les métiers au sein des secteurs qui vous intéressent. Et ces métiers, vous allez les choisir aussi en fonction de vos aspirations. Se dire, moi demain j'en ai marre et je veux tout envoyer valser et puis je vais aller élever des chèvres dans le Larzac, why not? Maintenant, si vous avez une valeur importante de famille et de sécurité financière, il y a un moment où ça ne marche pas. Donc balisez votre chemin. Et ensuite, votre caillou, votre troisième caillou, je ne sais plus si je suis au troisième ou au quatrième, peu importe, vos compétences. Parce que votre projet, il doit être réaliste. Donc en fait, c'est important de prendre conscience et de faire l'inventaire de vos compétences, au sens large. Vos savoirs, vos savoir-faire et vos savoir-être. Et additionner cette dose de compétences, vous allez encore affiner votre projet professionnel, vous allez partir dans des enquêtes métiers, vous allez faire des recherches plus approfondies, etc. Et in fine, vous allez définir un projet professionnel qui soit cohérent. Et ça, c'est vraiment la pierre angulaire de la réussite de votre reconversion. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre vos valeurs, vos besoins, votre personnalité, vos compétences et la réalité, enfin le côté réaliste. La faisabilité. Merci, je vous en prie. Maître Capello. La faisabilité du projet. Et si vous balisez votre chemin et si vous respectez ce chemin,
il n'y a pas de raison que vous échouiez. Oui, c'est ça. Que vous échouiez. Maître Capello confirme. Dans votre conversion. J'ai envie d'ajouter quelque chose sur la reconversion. Il y a 1000 scénarios. Ne vous imposez pas une reconversion à 180 degrés et ça rejoint les reconversions douces. Ne jetez pas à la poubelle tout ce que vous avez fait. En tout cas, ce n'est pas obligatoire. Gardez-vous des garde-fous, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez... Moi, j'ai accompagné une personne qui était passionnée par la couture et qui voulait se reconvertir dans la couture. Elle a 38 ans, elle a 15 ans de finances derrière elle, besoin de sécurité financière, pas d'expérience dans la couture. Elle a pris 1 an, elle a passé un CAP couture. Et en fait, elle a fait le choix de garder la couture dans sa vie parce que c'est important. Et en fait, elle a négocié un temps partiel. Donc en fait, elle assure sa sécurité financière, toujours ses valeurs, ses besoins, etc. Et en fait, il y a 1 journée par semaine où elle se dédie à cette activité-là, le temps que ça grandisse ou pas. Mais il y a 1000 scénarios de reconversion. Il n'y a pas que la reconversion à 180 degrés qui peut être un peu vertigineuse. Ne tirez pas un trait sur le passé. Vous avez toujours des choses à garder du passé, capitaliser sur vos compétences. Ce que vous faites depuis 10, 15 ans, 20 ans a du sens, même si aujourd'hui vous voulez changer. Ne vous mettez pas dans un danger, ne vous mettez pas en danger financier et ne vous mettez pas en danger psychologique. C'est un garde-fou que je vous donne. Reconversion ne rime pas avec tout changer du tout au tout. Donc voilà, si vous pouviez retenir, donc les clés à retenir, c'est baliser le chemin, soyez cohérent, gardez de la cohérence et ne lâchez pas. Vous savez, il y a un truc un peu visuel. Imaginez-vous que vous soyez accroché à une corde avec les pieds dans le vide, quelque part. Si vous lâchez les 2 mains, vous tombez. Si vous gardez une main, vous allez vous assurer quand même une sécurité. Donc en fait, le fait de garder cette main-là, c'est peut-être de dire... En fait, je change de métier, mais au sein de mon employeur. Ça peut être ça. Ça peut être essayer de garder une main, ça sécurise, et allez-y step by step. Voilà. Pas à pas. Pas à pas. Merci Laurie. Pourquoi on s'adresse à la Transition Pro Île-de-France, au fait? On n'a pas répondu à cette question. Hervé, on vient vous voir pourquoi dans la maison de la reconversion? Parce que vous vouliez l'appeler comme ça. On est dans la cité de la reconversion aujourd'hui. Vous, c'est une maison, c'est bien aussi. Alors pourquoi faut venir? On l'a parlé tout au long du discours tout à l'heure. J'ai entendu sécurité, argent. Eh bien, Transition Pro, c'est l'organisme, l'association qui, pour le compte de l'État, va financer les reconversions, alors pour l'Île-de-France, les reconversions des salariés du privé d'Île-de-France. Donc, on va essayer. Alors, je vais être honnête avec vous et je vous le dis tout de suite. Il y a eu plus de chances qu'au loto, mais bien sûr, tous les dossiers ne sont pas tous acceptés. Ne croyez pas qu'en déposant un dossier, il va être forcément accepté. Non, c'est pas vrai. On aimerait, mais bon, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Voilà, donc il faut... Allez, je vous donne une statistique. Sur 100 dossiers, il y en a à peu près 64 qui sont financés. À peu près, ça peut varier. C'est une question d'argent. Et d'argent, on en parle tout le temps chez nous, ça c'est sûr. Mais vous voyez bien qu'en fonction de votre projet de reconversion, si on voit sur ce schéma et pourquoi il faut s'adresser à Transition Pro, c'est que si votre projet, dans l'idée de votre projet, il y a une formation, il y a une VE, il y a un bilan de compétences, une certification de compétences, une création, une reprise d'entreprise, il faut venir nous voir. Parce que c'est à partir de là, et je vous l'ai dit, chaque projet est unique, on va étudier, voir quel financement est possible. Il y a plein de dispositifs. J'avais promis que je ne parlerais d'aucun dispositif aujourd'hui, parce que le PTP, le PUR, vous allez rentrer là, vous allez dire, je ne comprends pas. Par contre, vous allez pouvoir retrouver toutes les équipes qui sont sur les différents stands pendant ces 2 jours. Mais voilà, moi je veux vous simplifier ça. C'est-à-dire que si... il y a ces 5 mots, de ces 5 mots, vous êtes salarié du privé, il y a un de ces 5 mots que vous avez en tête dans votre projet, venez nous voir. On a 2 missions principales, financer votre projet, donc je l'ai dit tout à l'heure, ça va être pour un projet de formation, ça va être prendre en charge votre rémunération pendant la formation.
et puis prendre les coûts pédagogiques, donc les coûts de la formation. J'ai bien aimé la VE, parce que la VE, il y a 2 avantages. Il y en a un pour vous et un pour moi. Enfin, pour moi, transition pro. Le premier, c'est quand dans une VE partielle, vous allez valider quelques blocs, mais il vous manque des blocs. Donc, vous allez rentrer en formation. Mais du coup, comme vous avez validé, je ne sais pas, 3 sur les 5 blocs de la formation, votre formation va durer moins longtemps. Donc, se remettre, effectivement, à 38 ans en moyenne, se remettre à l'école, entre guillemets, c'est un peu dur. Mais là, avec cette VE partielle, effectivement, on raccourcit le temps de formation. Et l'avantage pour nous, effectivement, c'est un dossier qui va coûter moins cher. Donc, peut-être plus de chances d'être financé. Mais être financé, comment ça se passe finalement chez Transition Pro? Nous, on va vous aider par une offre de service qui est gratuite à la fois comprendre les fameux dispositifs, voir quel est celui sur lequel vous pouvez vous orienter. Ensuite, vous aider à remplir les dossiers, parce que c'est ce côté administratif un peu lourd, un peu complexe. Vous aider à remplir ces dossiers. Vous aider à écrire cette lettre de présentation de votre projet. Parce que comment est financé vous ne croyez pas que ce sont les salariés de Transition Pro qui vont décider de si je finance le dossier de madame ou celui de monsieur. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous, on est là pour présenter vos dossiers dans une commission paritaire, donc avec des représentants des organisations syndicales et patronales qui vont venir, on les réunit et on va présenter votre dossier anonymement. Et au vu des éléments que vous avez mis dans votre lettre, ils vont prendre la décision ou non de vous financer. Et on peut le faire plusieurs fois. Ça, c'est important de le dire aussi. On peut, bien sûr. On peut se faire refuser une fois, bien sûr, recommencer. On peut faire un recours si on n'est pas d'accord hein. sur la décision. Enfin, voilà. Il y a quand même, ce n'est pas un non définitif. Vous avez plusieurs moyens, mais ça aussi, je ne rentrerai pas dans ce détail technique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, pour chaque étape de votre dépôt de dossier, et même après, une fois que vous êtes financé, on a une offre de service gratuite. Déjà de venir nous voir, nous téléphoner, venir assister à nos ateliers, à nos conférences, à nos webinaires, regarder nos replays ou nos vidéos sur le site. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, n'hésitez pas à venir vous renseigner parce qu'effectivement, ça reste complexe. Vous avez besoin d'être accompagné. Et nous, à notre hauteur, on est sur cette dernière étape pour pouvoir vous aider à réaliser votre rêve finalement, qui est votre projet de reconversion. Oui, parce que le but, vous, c'est que le projet devienne réalité, quoi. Il soit concret, il réussisse. L'idée, c'est pas de financer votre formation et puis vous voir rester au poste que vous aviez. L'idée, c'est vraiment que vous aviez ce rêve au début. Il faut que ce rêve devienne réalité. Et nous, on est heureux. On a fait les trophées il y a 2 jours. On a remis les trophées sur des personnes qui ont déposé et qui ont changé de métier. Quel bonheur, quel retour pour nous de satisfaction de voir ces gens-là qui ont réalisé leurs rêves. Quoi, tout ça. Et parfois, c'est des rêves qui sont loin de leur réalité actuelle. La jeune femme, Anne-Sophie Doisy, qui a remporté le trophée, le prix coup de cœur du jury, c'est une femme qui travaillait depuis une quinzaine d'années dans la banque, qui en avait marre et qui avait un rêve en elle, celui de devenir peintre, décoratrice dans les univers un peu féeriques. Elle a réussi, elle a été aidée, soutenue par Transition Pro Île-de-France, même si c'est un grand écart absolument incroyable et qu'au départ, ça devait paraître impossible. Elle a réussi et maintenant, pour tout vous dire, c'est elle qui a dessiné les fresques qu'il y aura dans le nouvel univers Frozen, vous savez, libéré, délivré à Disneyland. C'est elle qui fait des nouvelles peintures décoratives chez Astérix. C'est un destin incroyable. Un exemple qui est un contre-exemple par rapport à la faisabilité parfois des projets qui peuvent paraître impossibles. Bref, je vais vous laisser la parole. Chers amis, on a encore un quart d'heure d'échange, si vous le voulez, de questions-réponses avec nos 4 intervenants. Hervé pour Transition Pro Île-de-France, Alain pour les objectifs de formation, en tout cas la validation des acquis d'expérience, pour le CEP Marlène et pour le bilan de compétences avec Laurie. Qui veut poser des questions? Vous levez la main, je viens vers vous, vous vous présentez, vous nous dites qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous attendez et vous posez votre question. Vous avez été la première tout à l'heure à vouloir poser une question. J'allais vous donner la parole en premier, c'est normal. C'est gentil, merci. Alors, il faut bien timbrer près du micro. Voyez, moi, je suis une personne de petite taille, mais je timbre. Merci. Bonjour, Alexandra Moine, je suis chargée de com et j'envisage un métier qui commence à arriver en France.
J'avais une question à laquelle vous avez déjà répondu, mais ça tombe bien, j'ai une autre question. Ça s'appelle orthopédagogue. C'est quoi? C'est pour aider les enfants en situation de handicap, en particulier, à dépasser certains blocages qu'ils ont au niveau scolaire ou au niveau du comportement. Comment est-ce qu'on fait, du coup, pour une formation qui n'existe pas encore en France, pour des formations qui sont déjà très, très développées au Canada, par exemple, ou en Suisse, mais en France, il n'y a pas vraiment d'organisme qui permet de le faire. Comment je fais? Bonne question. Très bonne question. Alors, je crois que la première des étapes, c'est effectivement de venir voir un conseiller en évolution professionnelle. Je ne l'ai pas dit, mais on est au stand 29. Je passe l'info. Déjà, pour voir effectivement, être accompagné par rapport à votre recherche de formation, voir ce qui existe aujourd'hui, qui peut s'en approcher ou pas, et si ça existe, comment est-ce que ça peut être financé, si c'est une formation qui est certifiante, etc. Il y a plein de critères, mais je pense que ça va être la première étape, effectivement, dans un premier temps. Merci, à tout à l'heure. Vous aviez une deuxième question ou pas? Non? Non. Peut-être que tu veux La rebondir, première était Hervé. induite, d'accord. Hervé, tu veux peut-être ajouter quelque chose? Hervé, un mot? Non plus? T'as bien Non, répondu. mais C'est complexe, hein? Non, mais Pour des nouveaux métiers. le hasard a fait que cet été, j'étais à Québec et j'ai rencontré un Français qui était en formation là-bas parce que sa formation, il avait voulu déposer dans une autre région que la nôtre. Il avait voulu déposer un dossier, sauf que sa formation se faisait de bûcheron, mais spécialisé dans... Eh ben, il pouvait la faire qu'au Canada. Ah ouais. Et il a dû se la financer lui-même. Ouais. Tabernacle. Une autre question? Allez-y. Bonjour, je suis Sophie Amp et je suis couturière. J'ai travaillé pas mal en tant que costumière du spectacle et modéliste. Je souffre de l'insécurité de mon travail depuis quelques années et donc j'envisage de soit monter en compétences et rencontrer de nouvelles personnes pour redynamiser un réseau ou de changer de métier. Je pense que ce qui m'intéresse là actuellement, c'est de rencontrer un CEP et j'aimerais avoir des informations concernant, parce qu'on a l'impression que c'est sur plusieurs séances, est-ce que c'est plusieurs heures? Comment ça se passe un petit peu plus précisément? Comment ça se passe? Déjà, vous allez venir vous voir au stand 29 et on va vous fixer un rendez-vous à proximité de votre domicile ou de votre lieu de travail. Un rendez-vous qui sera en présentiel, en distanciel, comme vous préférez, avec votre conseiller ou conseillère en évolution professionnelle, qui vous sera attitré, bien sûr. Et ce premier rendez-vous, il dure 1h30 à peu près. Ça vous permet de faire le point, de vous poser. Et après, vous pouvez avoir jusqu'à 5-6 rendez-vous. Qui peuvent s'étaler dans le temps. C'est-à-dire que vous n'avez pas, il n'y a pas une temporalité de prédéfinie et vous ne vous engagez pas pour 3 rendez-vous, par exemple. C'est en fonction de l'évolution de votre projet et en fonction, vous, de votre dynamique. Et les rendez-vous à suivre durent en moyenne 30-45 minutes. En alternance, vous pouvez avoir évidemment des ateliers, des webinaires qu'on va vous suggérer par rapport à votre projet. Et ça vous permet peut-être d'y voir effectivement un petit peu plus clair, de vous poser. Et de voir aussi quelles opportunités peuvent s'offrir à vous, parce que c'est vrai que je n'ai pas trop détaillé, mais on peut effectivement vous inviter à faire un bilan de compétences, si le besoin s'en fait sentir. Et puis peut-être faire des enquêtes métiers, rencontrer des professionnels, d'autres. Vous parlez d'élargir votre réseau, voilà, par comment vous allez commencer. Peut-être vous guider par rapport à ces démarches-là. Et aussi, on peut vous proposer de faire une période d'immersion, c'est-à-dire de découvrir un nouveau métier en étant en entreprise auprès d'un professionnel pendant quelques jours pour voir avec lui comment se passe son métier, vous confronter à la réalité de ce métier. Et pour ça, il y a besoin d'une convention de stage qu'on est tout à fait habilité à signer. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. D'autres questions? N'hésitez pas, profitez-en, madame. Hop. Faire un peu de sport, c'est bien. Tenez. Merci. Oui, bonjour. Je vais rentrer en CSP là. Je suis censée y être là d'ailleurs. Et on nous a dit que France Travail n'avait plus de sous pour financer les formations parce que les JO sont passés par là et qu'ils n'ont plus les moyens. Et je voulais savoir si je pouvais venir vous voir pour aider le financement d'une formation en complément du CPF,
et peut-être de France Travail si un jour ils acceptent. A priori, cette année, ça va être compliqué, quoi. Est-ce que c'est possible? Alors, faut toujours faire attention à ce qu'on entend, ce qu'on dit. Hein. C'est ce que les conseillers ont répondu. Hein, d'accord. Donc, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme votre projet est unique et je ne le connais pas, il faut venir, effectivement, là aussi, hein, soit sur le stand, soit tranquillement, on est à République, venir nous voir, prendre rendez-vous, et puis on va vous expliquer tout ça, et puis on va étudier votre cas. Mais sinon, vous passez aussi par peut-être en amont sur le CEP. CEP aussi, vous pouvez venir nous voir. Oui. D'accord. Nous, c'est vraiment, vous l'avez compris, on va dire que la partie financement, qui est une partie importante. Hein. Mais il y a peut-être en amont de ça peut-être des petits oublis dans un parcours, dans des étapes qui manquent. Et peut-être que le regard d'un CEP préalable pourrait vous aider. Et puis après, venir nous voir. C'est quoi votre projet, concrètement? Donc, moi, je voudrais faire un projet, un MBA. Donc, c'est consolider mes acquis et acquérir de nouvelles compétences dans mon domaine. Donc, c'est vraiment... parce que j'ai 23 ans d'expérience, mais je n'ai pas forcément le diplôme associé. Et surtout, faire une remise à niveau des nouveautés dans le domaine que je n'ai pas forcément eu en entreprise. C'est pas de la reconversion? C'est plus ou moins parce qu'il y a un changement de métier aussi derrière. Potentiellement. Donc, est-ce que ça passe pas aussi par une VAE, peut-être? Non? Parce que c'est avec votre expérience, je ne sais pas. Hein. Après, je suis ouverte. Venez voir un CEP. Voilà. Merci. Je vais voir Marlène, c'est la meilleure. Pour y voir plus clair. Peut-être. Merci. D'autres questions? Profitez-en, on a encore quelques minutes. Hein. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Mehdi. J'ai peut-être que la question a déjà été abordée auparavant. Malheureusement, j'étais un peu en retard. Quelles sont les évolutions salariales en fait entre deux carrières suite à une transition? Est-ce que la majorité augmente plutôt le salaire? Est-ce que c'est plutôt l'inverse? Est-ce que du coup c'est plus les valeurs qui sont priorisées plutôt que les rentrées financières? Enfin voilà. Est-ce que vous avez des statistiques sur ce sujet-là? Il en existe, mais j'ai la particularité d'oublier les chiffres, donc je ne peux pas vous le dire. Sur le stand, vous retrouvez, il y a une étude qui a été faite suite à notre dispositif phare qui est le projet de transition professionnelle. On a des statistiques à l'issue. Donc, je n'ai pas les chiffres. Je ne vais pas vous dire c'est plus 20, c'est pas, ou c'est moins 50 aussi. Hein, parce que vous avez compris que certains, ce n'est pas l'argent qui les motive. Hein. Et souvent, c'est ça. Hein, en disant, je sais très bien que je vais gagner moins d'argent, mais quel bonheur je vais faire. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Souvent, la petite histoire, j'ai voulu faire plaisir à mes parents, j'ai été orienté là, mais moi, j'avais joué faire ça. Et souvent, c'est ce retour à la crise de la quarantaine où on se dit, après tout, maintenant, je vais faire ce dont j'ai envie. Et ça ne passe pas forcément par une augmentation de rémunération. Même si dans les stats, ils en parlent, donc il y a X%, mais je ne sais pas le chiffre. Je dirais que ce n'est pas la motivation pour une reconversion, d'augmenter son salaire. Moi, je ne suis pas conseillère, mais les retours que j'ai de mes conseillers, c'est vraiment pas la motivation principale. C'est vraiment trouver quelque chose qui fait sens, hein, ce qu'on disait déjà. Sa voix. Voilà. S'épanouir, faire sens et voilà, ou un éloignement géographique. Enfin, il y a plein de critères, mais l'argent n'est pas un critère prédominant de la reconversion. Non. Il y a beaucoup de personnes qui, justement, font un effort, comme tu le dis, Hervé, hein, sur leur rémunération. Hein, et qui sont prêtes à faire un sacrifice, quoi. Vraiment. Et ça, c'est pris en compte aussi. Et c'est quelque chose sur lequel le conseiller en évolution professionnelle va alerter. Quand vous faites une enquête métier, OK, renseignez-vous sur le niveau de rémunération. Est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui, vous, à faire cet effort? Mais il n'y a pas que vous. Il y a aussi votre situation familiale, votre entourage. Quel va être l'impact que va engendrer une reconversion aussi sur votre entourage? Parce que c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas dit là, mais une reconversion, ce n'est pas un projet seul. On n'est pas seul à faire une reconversion. Il y a aussi l'entourage, voilà, quel impact ça va avoir, quel impact je pars en formation, la formation elle est loin, quel impact sur ma vie familiale, le métier que je vise, effectivement, je vais gagner un peu moins. Quel impact? Le train de vie. Exactement, oui, on a des enfants, financer les études. Bien sûr.
toutes ces questions un peu d'ordre personnel rentrent en ligne de compte. Madame. Bonjour, Elisabeth Vidot. Je voulais savoir, en fait, moi j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans en banque en tant que cadre et j'ai arrêté pendant pratiquement 15 ans pour élever mes enfants. Est-ce que je peux prétendre à avoir un CEP ou quelque chose? Vers quel organisme me tourner? Parce que clairement, mon diplôme qui remonte à il y a de nombreuses années ne sera plus tellement d'actualité. Alors la première question qui vient me venir, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez un contrat de travail? Non. Actuellement, je suis femme au foyer. Il faut que vous ayez un contrat de travail en cours. D'accord. Peu importe le nombre d'heures que vous aurez par semaine. Oui, même un CDD. Même un CDD. Un CDD, par exemple, vous allez avoir un CDD là pour 2 mois, vous nous appelez et on vous accompagnera. Il faut qu'au moment où vous nous contactez, vous ayez un contrat de droit privé. Quelle que soit l'ancienneté. Quelle que soit l'ancienneté, quel que soit le nombre d'heures, un étudiant qui travaille le dimanche pour financer ses études peut tout à fait faire appel au conseil en évolution professionnelle. D'accord. Ok. D'accord. Un demandeur d'emploi qui a quelques heures par semaine, même chose, peut tout à fait mobiliser CEP. Ok. Super. Merci beaucoup. Vous demandez à vos enfants qu'ils vous fassent un contrat. D'autres questions? Allez-y, profitez-en. Profitez de la présence de nos 4 intervenants qu'on peut remercier pour leur temps. Allez-y, monsieur. Bonjour Martin, moi j'ai une question par rapport à la transition professionnelle sur les commissions. Alors actuellement je suis comédien et je vais aller dans la construction de décors, CAP menuiserie et donc la rentrée scolaire se fait en septembre. Donc je voulais savoir s'il y avait plusieurs commissions, à quelle commission je devais présenter. Si je présente à une commission au mois de janvier et que je suis refusé, est-ce que je représente au mois de juin pour qu'en septembre je puisse entrer en formation? Voilà. Alors, le conseil que l'on donne, c'est de déposer son dossier 3 mois avant le début de la formation. Au plus tard, 3 mois. Donc, 3 mois avant. Donc là, vous avez loupé, bien sûr, la rentrée de septembre. Eh bien, il vous reste 1 an. Donc, commencez. Allez voir si c'est fait. Voilà. Et puis, préparez-vous le dossier. Venez nous voir. Alors, pour répondre à votre question, pour l'Île-de-France, il y a à peu près 75 commissions par an. Oui, donc oui, il y en a 2, 3 par semaine. Il y a du volume. On a la plus grosse région en termes de dépôt de dossiers. Donc, effectivement, c'est une activité quasiment toutes les semaines des commissions. Je peux même déposer là dans 1 mois. Ah, vous pouvez déposer si vous êtes prêt, mais il est prêt votre dossier? Attendez, je vous redonne le micro. Attendez. Pour que tout le monde vous entende. Non, ma question était juste, est-ce que je peux déposer là dans 1 mois? Ah ben vous pouvez, je vous ai dit, si c'est 3 mois avant le début de votre formation. Donc c'est vous qui décidez du moment. Et je vous dis, le plus tôt, c'est le mieux. Et c'est du temps de pouvoir avoir un refus, de retenter, etc. Marlène voulait ajouter un mot. Non, c'était ça, j'allais dire exactement la même chose qu'Hervé. Merci Marlène, super. Ça tombe bien. D'autres questions? Une dernière, tiens. Allez, une dernière question, il nous reste 2-3 minutes. Il y aura ensuite une conférence qui débutera à 12h15 pour information, ici même dans cette même salle. L'intitulé de cette conférence, je vous le donne, si vous voulez rester. Connaître le marché du travail, une clé pour accélérer les opportunités. Voilà, votre question. Bonjour, je suis Afeda. J'ai une question plus pour Marlène, je crois. Je suis actuellement en congé de mobilité dans le cadre d'une rupture conventionnelle collective et donc en pleine réflexion de reconversion. Je voudrais savoir si je suis éligible au service du CEP. Est-ce que vous êtes encore attaché à votre entreprise? Oui. Vous avez toujours votre contrat de travail? Oui, je suis en suspension de contrat de travail, mais je suis toujours dans les effectifs de l'entreprise. Alors, ça, c'est un peu complexe. Je préférerais que vous alliez voir un conseiller directement. Mais si vous êtes rattaché encore à votre entreprise, normalement, c'est bon. D'accord. Merci. Si vous êtes en congé parental, en arrêt maladie ou quoi, vous pouvez toujours mobiliser le conseil en évolution professionnelle. Ce qu'il faut, c'est vraiment au moment où vous nous sollicitez avoir un congé de travail. Voilà, tout le temps que vous êtes rattaché à une entreprise, c'est OK. Voilà. Très bien, merci. Merci à vous. Allez, une dernière. Vous, madame, dans le fond. Allez.
Rapprochez-vous parce que sinon on ne va pas bien vous entendre. Hop. Oui, bonjour. Allez-y. Bonjour, Sophie Crière. Je suis actuellement en demandeuse d'emploi et j'ai 53 ans. Donc j'envisage de faire peut-être plus ou moins une VAE ou un CPF. Est-ce que c'est les cases obligatoires? Est-ce qu'on peut faire autrement? Je viens de l'industrie pharmaceutique, je suis technicienne de laboratoire et j'aimerais évoluer vers des professions qui sont en lien avec la santé, notamment ergothérapeute, manipulateur radio. Est-ce que, comment dirais-je, je peux m'orienter vers une voie de réorientation professionnelle ou il est trop tard et à ce moment-là, il n'est jamais trop tard. Voilà, bien sûr. Merci. Bon, je vais peut-être entamer par rapport à la notion de VAE. Alors déjà, effectivement, il n'est jamais trop tard, hein, a priori, tant que vous avez des droits en tout cas et que vous êtes ce qu'on appelle un actif, enfin une active, en l'occurrence, vous avez des possibilités. Là, il y a quand même pour le moins un repositionnement, hein, même si effectivement on reste un peu dans le secteur de la santé. Donc envisager une VAE très probablement, mais après il faut que cette VAE elle ait du sens par rapport à votre objectif. Donc là pour le coup je vous inviterai à voir un CEP, à entamer un bilan de compétences c'est toujours pareil, hein, sécuriser le parcours, vérifier que c'est réaliste, réalisable. Hein, c'est les mots-clés pour les projets. Merci beaucoup. Merci. Merci pour vos questions. Je vous mets un petit défi pour conclure, les amis. Laurie, Marlène, Alain et Hervé, un mot pour la clé. Résumé en un mot pour réussir sa reconversion. Laurie, un mot, un seul. Défi. Baliser. Marlène. Essayez. Alain. Votre implication. Non, ça fait 2 mots, Alain. Non, un mot. Croire en ses rêves. On finit là-dessus. On applaudit nos intervenants, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tous les 4. Laurie Bell, Marlène Pillet, Alain Pion et Hervé Rivalon. Voilà. Dans quelques instants, merci d'avoir assisté à cette table ronde. Dans quelques instants,